L'existentialisme athée que je représente est plus cohérent. Il déclare que si Dieu n'existe pas, il y a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence, un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept, et que cet être, c'est l'homme, ou comme dit Heidegger, la réalité humaine. Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence ? Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu'il se définit après. L'homme, tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il se sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. L'homme est non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut. Et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Tel est le premier principe de l'existentialisme. C'est aussi ce qu'on appelle la subjectivité, et que l'on nous reproche sous ce nom même. Mais que voulons-nous dire par là, sinon que l'homme a une plus grande dignité que la pierre ou que la table ? Car nous voulons dire que l'homme existe d'abord, c'est-à-dire que l'homme est d'abord ce qui se jette vers un avenir, et ce qui est conscient de se projeter dans l'avenir. L'homme est d'abord un projet qui se vit subjectivement, au lieu d'être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur. Rien n'existe préalablement à ce projet. Rien n'est au ciel intelligible, et l'homme sera d'abord ce qu'il aura projeté d'être. Mais si vraiment l'existence précède l'essence, l'homme est responsable de ce qu'il est. Ainsi, la première démarche de l'existentialisme est de mettre tout homme en possession de ce qu'il est, et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Et quand nous disons que l'homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes. Quand nous disons que l'homme se choisit, nous entendons que chacun d'entre nous se choisit. Mais par là, nous voulons dire aussi qu'en se choisissant, il choisit tous les hommes. En effet, il n'est pas un de nos actes qui, en créant l'homme que nous voulons être, ne crée en même temps une image de l'homme telle que nous estimons qu'il doit être. Choisir d'être ceci ou cela, c'est affirmer en même temps la valeur de ce que nous choisissons, car nous ne pouvons jamais choisir le mal. Ce que nous choisissons, c'est toujours le bien, et rien ne peut être bon pour nous sans l'être pour tous. Si l'existence, d'autre part, précède l'essence, et que nous voulions exister en même temps que nous façonnons notre image, cette image est valable pour tous et pour notre époque tout entière. Ainsi, notre responsabilité est beaucoup plus grande que nous ne pourrions le supposer, car elle engage l'humanité entière. Si je suis ouvrier, et si je choisis d'adhérer à un syndicat chrétien plutôt que d'être communiste, si par cette adhésion je veux indiquer que la résignation est au fond la solution qui convient à l'homme, que le royaume de l'homme n'est pas sur la terre, je n'engage pas seulement mon cas, je veux être résigné pour tous. Par conséquent, ma démarche a engagé l'humanité tout entière. Et si je veux, fait plus individuel, me marier, avoir des enfants, même si ce mariage dépend uniquement de ma situation ou de ma passion ou de mon désir, par là, non seulement j'engage moi-même, j'engage non seulement moi-même, mais l'humanité tout entière sur la voie de la monogamie. Ainsi, je suis responsable pour moi-même et pour tous, et je crée une certaine image de l'homme que je choisis. En me choisissant, je choisis l'homme. Alors, c'est un texte qui explique les fondements de l'existentialisme, et c'est en quelque sorte un manifeste de cette philosophe adressé au grand public. Comme je vous le disais tout à l'heure, L'être le néant est un essai d'ontologie, de philosophie, de l'être en tant qu'être, comme on dit, très technique, très difficile d'accès. Donc Sartre veut rendre sa pensée plus accessible. Et c'est en même temps un texte qui est prononcé, un texte extrait d'une conférence qui est prononcé en guise de réponse à diverses attaques que subit l'existentialisme après la guerre, de la part de ses principaux adversaires, les communistes d'une part, et les penseurs chrétiens d'autre part. Alors je vais tâcher de dégager avec vous les enjeux principaux de ce texte, sans forcément toujours le suivre de façon linéaire, mais en revenant régulièrement aux propos après chaque détour que j'emprunterai. Alors avant tout, pour comprendre la thèse fondamentale de ce passage, qui dit que l'existence précède l'essence, il faut rappeler brièvement ce qui se dit avant cet extrait, pour le remettre un petit peu dans le contexte. Alors avant cet extrait, Sartre est parti en fait d'un exemple banal, d'un objet du quotidien, qui est le coupe-papier. Et il dit que lorsqu'on considère un objet fabriqué, comme le coupe-papier, on peut distinguer d'une part l'essence de ce coupe-papier, c'est-à-dire ce qu'il est en lui-même, sa définition,
c'est un outil qui sert à couper du papier, à décacheter les enveloppes. Et d'autre part, l'existence de ce coupe-papier. Il est là, il est présent sur ma table, il est présent effectivement dans le monde. Pour produire ce coupe-papier, un artisan s'est référé à l'essence du coupe-papier, qui va déterminer à la fois l'utilité de cet objet, l'ensemble de ses qualités et la technique de production pour pouvoir le faire venir à l'existence. Et donc, dans ce cas-là, on peut dire avec Sartre que pour ce qui concerne le coupe-papier, comme pour tous les objets fabriqués, l'essence précède l'existence. C'est-à-dire que l'idée, la définition de l'objet, est là pour guider, orienter sa production avant même que cet objet-ci ne soit présent dans le monde. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il en va de même pour l'homme? Alors, à moins d'admettre qu'un artisan supérieur ne crée des hommes comme un artisan fabrique des coupe-papier, autrement dit, à moins d'admettre l'idée d'un Dieu créateur, ce que Sartre refuse puisqu'il est athée, il faut reconnaître qu'il y a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence, c'est-à-dire c'est dans l'autre sens que pour l'objet. Et cet être, c'est l'homme. Autrement dit, l'homme, c'est un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept. Pour l'homme, l'existence, c'est un fait originel, un fait premier, inaugural, qui consiste à être jeté dans le monde, puis à se définir progressivement par ses actions, à être, comme dit le texte, tel qu'il se sera fait. Et donc, l'essence d'un homme, ce qui le définit, ce qu'il est en lui-même, se réalise dans le temps de son existence, par le faire, par l'action. Et au départ, l'homme n'est d'abord rien, dit le texte, ligne 7. Il est un néant. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais ça veut dire qu'il existe de manière telle que ce qu'il est en tant qu'homme n'est jamais déjà donné. C'est pas donné à l'avance, c'est pas écrit à l'avance, mais que chaque homme devra le construire tout au long de sa vie. Et donc, l'homme se jette dans l'existence, comme dit Sartre, un peu comme dans une aventure dont il est le héros, mais qui n'est pas encore écrite et qui ne prendra son sens définitif qu'au moment de sa propre mort. Alors pour vous situer cette philosophie, il faut se rendre compte que c'est une philosophie qui s'oppose à toute pensée qu'on appellerait une pensée essentialiste, comme celle de Descartes ou de Leibniz par exemple, une pensée qui prétendrait qu'il y a une nature humaine universelle, déjà donnée, déjà définie et pensée dans l'esprit divin. Et donc, en fait, chaque individu ne serait qu'une incarnation particulière. Sartre, au contraire, affirme que l'existence précède l'essence. Et donc, ce primat de l'existence sur l'essence interdit également de considérer qu'il pourrait y avoir une nature individuelle cachée en nous, en attente d'être découverte à mesure que nous avançons dans l'existence et à mesure que nous apprenons à nous connaître. Donc, en fait, il est parfaitement illusoire de prétendre qu'exister consiste à suivre sa nature, comme on entend parfois, un peu comme on suivrait un mode d'emploi, parce qu'en réalité, il n'y a aucune prétendue nature qui est là pour nous guider, ni pour nous indiquer quels choix nous devons faire au cours de notre vie. Bien au contraire, puisque nous ne sommes d'abord rien, nous ne serons que ce que nous faisons, que ce que nous choisissons d'être en inventant chaque jour la suite de notre existence. Mais alors, si au départ l'homme n'est jamais rien de défini, s'il est ce néant qui a pour tâche de construire son être, on voit bien qu'il ne pourra pas être ce qu'il est comme le coupe-papier est coupe-papier, c'est-à-dire à la manière de ce que Sartre appelle un être en soi, c'est-à-dire un être plein d'être, massif, opaque à lui-même. L'homme, par exemple, ne pourra pas être courageux, fidèle, musicien ou philosophe à la manière dont un objet est ce qu'il est, à la manière dont le coupe-papier est tranchant ou lisse, ou à la manière dont, le texte nous dit, la mousse, la pourriture ou le chou-fleur sont ce qu'ils sont. En effet, le coupe-papier, il est coupe-papier, il n'est pas table, il n'est pas chaise, il n'est pas crayon. Et donc, il ne peut jamais être rien d'autre que ce qu'il est, parce que son essence est fixe et déterminée. Tandis que l'homme, lui, il n'est jamais déterminé a priori à être nécessairement ceci ou cela. Au contraire, il est libre d'inventer qui il veut être, et il est ce que Sartre nomme un être pour soi, un sujet, un être doué de subjectivité, cette expression ligne 11, c'est-à-dire un être qui est conscient de son existence, et c'est surtout un être qui est conscient de l'ouverture des possibles que suppose cette existence. La conscience, c'est en fait ce qui permet à l'homme de réfléchir ce qu'il est, un peu au sens où on dit qu'un miroir réfléchit, il renvoie une image, c'est-à-dire que parce qu'il est conscient, l'homme est capable de se représenter à lui-même,
de se pencher sur lui-même pour être deux, dit Sartre dans L'être et le néant, et ce faisant, sa conscience lui permet toujours de se mettre à distance de ce qu'il est, de creuser un écart entre lui et lui-même. Et par conséquent, on s'aperçoit en fait que l'expérience la plus propre à la conscience, c'est celle d'une perpétuelle non-coïncidence avec soi. On peut dire que je suis ce que je suis une femme, je suis enseignante, je suis nantaise, je suis heureuse d'être là avec vous ce soir et de prononcer cette conférence, mais je ne le suis pas totalement, pas parfaitement, pas adéquatement, parce que je ne corresponds jamais entièrement à ce que je suis, je ne corresponds jamais entièrement à mes déterminations. Je suis séparée d'elle par un petit rien, un néant, qui m'empêche d'être ce que je suis à la manière dont un objet est ce qu'il est. Et en fait, ce néant introduit en moi ce qu'on pourrait appeler du jeu. Vous savez, au sens où on dit parfois qu'il y a du jeu entre deux pièces d'un mécanisme qui ne coïncident pas parfaitement quand elles s'emboîtent. Donc il y a entre moi et moi-même une distance irrémédiable, un écart, où se loge précisément ma liberté. Et Sartre résume ça en une formule qui est assez paradoxale, mais qui me semble néanmoins éclairante. Il dit que la conscience est ce qu'elle n'est pas, et n'est pas ce qu'elle est. C'est paradoxal. Un exemple pour clarifier ça. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'avoir conscience d'être triste ? C'est en réalité poser son chagrin comme un objet à distance de soi. On va se voir abattu, on va s'entendre sangloter, on va se regarder un peu comme si on voyait quelqu'un d'autre. Et dans cette contemplation de soi par soi-même, le je qui prend conscience de la tristesse n'est plus tout à fait le moi qui est triste, parce qu'un écart s'est creusé au sein même du sujet. Et donc, être pour soi, être conscient, c'est donc ne plus tout à fait coïncider avec soi-même, c'est se voir condamné à n'être jamais totalement ce qu'on est, un petit peu toujours à distance de soi-même, et aussi toujours tendu vers d'autres possibles qu'on pourrait être. Exister pour l'homme, c'est au sens propre sortir de soi-même, se projeter en avant de soi, se dépasser soi-même en niant ce qu'on est déjà pour faire advenir par nos actes ce qu'on n'est pas encore mais qu'on désire devenir. Et donc l'homme en tant que pour soi a à se faire pour être. Son existence consiste à toujours aller de l'avant, à ne pas se contenter de ce qu'il est déjà. Et donc on peut dire que la liberté de l'homme va se constituer comme transcendance, projet, mouvement perpétuel de dépassement par lequel l'homme va au-delà de ses déterminations, qui ne peuvent jamais l'enfermer dans une définition absolument exhaustive de son être. Alors, par conséquent, si l'existence précède l'essence, si l'homme est liberté, s'il choisit ce qu'il est, alors, évidemment, il est responsable de ce qu'il est. L'existentialisme fait reposer la responsabilité totale de son existence, fait reposer sur l'homme la responsabilité totale de son existence. On a ce passage, ligne 20 dans le texte. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vie consiste à chaque instant à choisir ou non d'écrire un livre, de partir en voyage ou de rester chez soi, de fonder une famille ou de ne pas avoir d'enfants, etc. Et ce faisant, à se choisir, c'est-à-dire à définir l'homme ou la femme que l'on sera, et dont, selon Sartre, on porte l'entière responsabilité. Alors évidemment, personne ne sait à l'avance si les choix qu'il fera seront les bons. Et pourtant, chacun ne pourra s'en prendre qu'à lui-même pour les décisions qu'il aura prises, si jamais elles se révélaient mauvaises. Et ça signifie par exemple que je ne peux pas me décharger sur autrui, sur mes parents par exemple, ou sur Dieu, pour les accuser de m'avoir fait tel que je suis. Je ne peux pas non plus me reposer sur une essence déjà donnée, qui m'indiquerait simplement ce que j'ai à faire pour être celui que je suis. Et pourtant, ce serait tentant, ce serait bien facile, parce que le coupe-papier, lui, il n'a pas à s'efforcer d'être un coupe-papier. Il l'est déjà. Et donc, on remarque ici que la connotation habituellement positive qu'on attribue à la liberté semble se retourner en son exact contraire. Loin d'être un cadeau, la liberté nous apparaît bien plus comme un fardeau, et un fardeau dont il est impossible de se délester. Parce qu'en réalité, la seule chose dont nous ne sommes pas libres, c'est de ne pas être libre. Ce que Sartre résume en disant que l'homme est condamné à être libre. Alors, c'est pas une thèse qui est forcément facile à admettre. Même si on veut bien admettre qu'on choisit d'être qui on veut, on pourrait quand même rétorquer que, d'abord, on n'a pas choisi d'exister. Et puis on pourrait rajouter que, certes, nul n'a demandé à venir au monde, mais encore moins à mourir un jour. Et qui plus est, on pourrait dire que personne n'a choisi de venir au monde dans telle famille, tel milieu social,
telle époque ou tel pays, avec tel corps. Comment Sartre peut-il dire que l'homme est libre si en réalité sa situation de départ lui est imposée, si sa place dans le monde, au moment où il y est jeté, n'est jamais librement choisie par lui? Et puis on pourrait ajouter de surcroît que on ne choisit pas non plus les événements qui surviennent au cours de notre existence, qui nous tombent dessus comme des coups du sort qu'on n'a jamais décidés. Par exemple, un accident, une maladie ou même une guerre qui ravage notre pays. Alors, Sartre reconnaît certes que les situations historiques sont variables. Il dit « l'homme peut naître esclave dans une société païenne ou seigneur féodal ou prolétaire ». Et donc il semblerait a priori qu'on est plus ou moins libre selon la situation qui est la nôtre. Et l'étendue de cette liberté correspondrait en fait à l'étendue des possibilités qu'une situation peut nous offrir. Ou au contraire, aux limites qu'elle nous impose. Et de ce fait, on comprend bien qu'un esclave serait évidemment moins libre que son maître. Cependant, et de façon pour le moins étonnante, Sartre affirme qu'il n'en est rien. Si je ne suis pas responsable de ma situation, au sens où, on a vu, je ne l'ai pas choisi, ce dont je suis responsable, en revanche, c'est de ce que je choisis de faire de cette situation dans laquelle je suis engagé, malgré moi. Est-ce que je vais l'accepter comme une fatalité, m'y soumettre avec résignation, ou vais-je au contraire la refuser et chercher à la transformer? Parce que l'esclave peut certes le demeurer, mais il peut aussi choisir de se révolter, quitte à y risquer sa vie. Et donc, aucune situation n'est insupportable en elle-même, à moins qu'on décide qu'on ne peut plus la supporter. Aucun élément du monde n'est en soi un obstacle ou un auxiliaire, une promesse ou une menace. Tout dépend en réalité de ce que ma liberté projette sur ces éléments. Et donc, la situation d'un homme n'a jamais de sens objectif en elle-même. Elle n'a de sens que celui qu'il va lui donner en la reprenant à son compte et en projetant sur cette situation ses intentions, ses visées d'avenir, ses projets, ses tentatives de franchir les limites qui sont les siennes ou au contraire de s'en accommoder. Alors à ce titre, et de façon paradoxale encore, les situations les plus contraignantes et les plus douloureuses, loin de nier notre liberté, constituent au contraire pour Sartre une mise en évidence criante de celle-ci. Et en 1945, au sortir de l'occupation, Sartre écrivait dans un article qui s'intitulait « La République du silence »« Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande ». Bon, c'est pour le moins provocateur, mais c'est une formule qui s'éclaire si on lit la suite. Je le cite. « Nous avions perdu tous nos droits, et d'abord celui de parler. On nous insultait en face chaque jour, et il fallait nous taire. On nous déportait en masse, comme travailleurs, comme juifs, comme prisonniers politiques. Partout, sur les murs, dans les journaux, sur l'écran, nous retrouvions cet immonde et fade visage que nos oppresseurs voulaient nous donner de nous-mêmes. À cause de tout cela, nous étions libres. Puisque le venin nazi se glissait jusque dans notre pensée, chaque pensée juste était une conquête. Puisqu'une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence, chaque parole devenait précieuse comme une déclaration de principe. Puisque nous étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. Les circonstances souvent atroces de notre combat nous mettaient enfin à même de vivre sans phare, sans voile, cette situation déchirée, insoutenable, qu'on appelle la condition humaine. Et donc, l'expérience de la guerre, pendant laquelle Sartre a été fait prisonnier, et puis ensuite celle de l'occupation, au cours de laquelle il a participé à un réseau de résistance, ont été pour lui des moments vécus particulièrement significatifs quant à la question de la liberté humaine. Et on comprend en effet que paradoxalement, dans des circonstances d'oppression ou de répression, la liberté humaine se révèle d'autant plus par contraste. Donc la liberté pour le sujet humain, ce n'est pas un droit octroyé, mais c'est un fait qui s'impose à lui. Et c'est lorsque les hommes sont confrontés à une situation tragique qui contient des contraintes impérieuses, des risques ou des privations, que la nécessité de choisir ce qu'il faut faire de cette situation, et donc de se choisir, se manifeste pleinement à eux. L'urgence du choix et puis l'impossibilité de s'y soustraire s'y dévoilent pleinement parce que voudrait-on échapper à sa propre liberté en décidant de ne pas choisir, ce serait une possibilité, que malgré tout ne pas choisir c'est encore un choix. Nous sommes embarqués, disait Pascal, qu'on le veuille ou non. Et donc, quelle que soit sa situation, qu'il soit au milieu d'une guerre, dans un camp de travail ou même en prison, l'homme demeure toujours libre et responsable de ses choix. Car, je cite un extrait de L'être et le néant,
Être libre n'est pas choisir le monde historique où l'on surgit, ce qui n'aurait point de sens, mais se choisir dans le monde, quel qu'il soit. Alors ça signifie que la liberté est toujours en situation, mais elle ne dépend pas de cette dernière. Elle a en l'homme une assise qui est plus profonde. Et c'est pourquoi aussi la liberté n'est pas quelque chose dont je puisse jouir à mon gré ou disposer comme cela me chante. Elle ne saurait admettre des degrés, comme on le disait tout à l'heure, au sens où on pourrait être un peu libre, plus ou moins libre, comme on est plus ou moins riche selon les situations. Parce qu'en fait, la liberté telle que nous venons de la définir, elle est absolue, elle est sans restriction. Alors évidemment, sur le plan moral, cette conception se révèle extrêmement exigeante, puisqu'elle requiert que le sujet assume sa liberté, presque jusqu'à l'héroïsme, ou en tout cas qu'il ne se cache jamais derrière l'excuse qui consiste à dire qu'il n'avait pas le choix. Au contraire, Sartre nous dit que face à notre propre liberté, nous sommes responsables, seuls et sans excuse. Alors si on revient un peu au texte, on s'aperçoit que Sartre va encore plus loin, il nous met encore plus lourd sur les épaules, puisqu'on lit ligne 22 qu'en plus d'être déjà responsable de lui-même, l'homme est responsable de tous les hommes. Qu'en se choisissant, il choisit tous les hommes. Alors là, c'est peut-être un petit peu fort de café, comme on peut affirmer une telle chose. Et bon, il faut reconnaître que c'est sans contexte le passage qui est le plus délicat du texte, qui est celui qui prête le plus le flanc à l'objection. Bon, spontanément, on a quand même plutôt envie de dire que ce qu'on fait de sa vie n'engage que soi. Pour la rigueur, on veut bien admettre que nos choix ont des conséquences sur la vie de ceux qui nous entourent, mais pas plus. L'humanité tout entière, comment pourrais-je avoir à répondre de tous les autres hommes, y compris de parfaits inconnus, qui vivent à des milliers de kilomètres de moi, avec une autre langue, une autre culture. Bon, à l'évidence, ce que je fais de ma vie n'a aucune incidence sur eux. Donc comment comprendre une telle responsabilité? Qu'est-ce qui vient la justifier? Alors pour essayer de clarifier ce passage, on peut essayer en fait de décomposer l'argument en 3 temps. Premier temps, pour saisir le sens de la responsabilité, il faut décrire, il faut analyser ce que c'est qu'un choix. Qu'est-ce qui se joue quand je fais un choix? Alors ça veut dire que j'ai devant moi plusieurs options possibles, devant lesquelles j'hésite peut-être. Je ne me suis pas encore déterminée pour l'une plutôt que pour l'autre. Vous savez, un petit peu comme devant un menu de restaurant où on aurait le choix entre l'entrecôte frite ou le poisson, légumes, vapeur. Bon, un exemple banal, mais qui va permettre d'expliquer des choses. Qu'est-ce qui va déterminer mon choix? Sartre dit que choisir, c'est toujours affirmer en même temps la valeur de ce que nous choisissons. C'est la ligne 27 dans le texte. Bon, jusqu'ici, ça paraît compréhensible. Choisir le steak frites, par exemple, c'est affirmer sa plus grande valeur en termes de plaisir gustatif, de gourmandise. Alors que choisir le poisson légumes vapeur, c'est affirmer sa plus grande valeur diététique pour ma santé. Or, le critère utilisé pour effectuer mon choix, soit le plaisir, soit la santé, ce critère, il ne dépend que de moi. C'est par mon choix libre que j'affirme la valeur supérieure de l'un de ces critères sur l'autre. Parce que finalement, je vais le faire l'emporter sur tous les autres critères. Donc, on comprend que choisir, c'est affirmer une valeur. Notez bien d'ailleurs que ce choix s'effectue seul, parce que rien d'extérieur à nous ne peut décider à notre place. Ni la raison, qui conduit toujours à des dilemmes, ni mes sentiments, parce que c'est toujours moi qui accepte de suivre mes sentiments plutôt que d'y résister, ni non plus les conseils que pourraient me donner des personnes de confiance, parce que d'abord, c'est toujours moi qui choisis les personnes dont j'estimerai les conseils, et puis ces mêmes conseils, je suis toujours libre de les écouter ou de ne pas les suivre. Ni même, on pourrait imaginer des signes extérieurs qui pourraient m'indiquer une vocation ou une destinée, parce que en réalité, ces signes n'existent que par mon interprétation, parce que je choisis de les voir, et ils n'ont de valeur que si je leur en donne. Donc, en fait, on choisit seul, et on n'échappe pas à la nécessité de choisir. Alors, deuxième temps du raisonnement, comment comprendre l'affirmation suivante qui dit que nous ne pouvons jamais choisir le mal, ce que nous choisissons, c'est toujours le bien. Alors, ça signifie en fait que lorsque nous nous portons vers une option, c'est que nous envisageons cette option toujours comme un bien pour nous, y compris lorsqu'on nous accuse de mal agir. Alors, c'est plus simple si on prend un exemple. Prenez par exemple le mensonge, que la morale classique reconnaît comme une faute, un mal. Quand nous mentons à autrui, ce n'est pas pour lui faire du mal, mais c'est bien plus souvent pour lui épargner une vérité désagréable, ou bien pour préserver la paix, ne pas créer de conflit. Et de même, celui qui vole
ne le fait pas parce que c'est mal de voler, mais parce qu'il est bon de posséder des richesses. Celui qui tue ne le fait pas parce que c'est mal de tuer, mais parce qu'il est bon de se venger, ou parce qu'il éprouve du plaisir à le faire, que ça lui fait du bien. En somme, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est notre désir qui, se portant vers une option, plutôt que vers une autre, va en constituer la valeur. Un petit peu comme l'aurait dit Spinoza, 3 siècles plus tôt, dans l'Éthique, je le cite, « Quand nous désirons une chose, ce n'est jamais parce que nous jugeons qu'elle est bonne, mais au contraire, si nous jugeons qu'une chose est bonne, c'est précisément parce que nous la désirons. » Alors c'est pas évident à comprendre au premier abord, mais en fait il inverse les choses. Pour le dire autrement, il ne faut pas croire que parce que telle option est un bien, je la choisis, mais c'est au contraire parce que je la choisis que ça devient un bien. Autrement dit, c'est à tort que nous sommes convaincus de l'objectivité du désirable. On croit que la valeur des choses, elle existe indépendamment de nous, indépendamment de notre désir. Mais il faut se rendre compte, nous disent Sartre et Spinoza, qu'en réalité, il n'y a pas de valeur des choses en soi. S'il n'y a pas d'homme pour prononcer un jugement de valeur, les choses n'ont tout simplement pas de valeur déterminée. Et donc, en définitive, toute valeur possède un fondement subjectif, c'est-à-dire que ça repose sur un sujet humain, sur le jugement d'un sujet qui a fait le choix de reconnaître cette valeur et de l'assumer à travers ses actions. Mais alors, il y a une difficulté qui pointe son nez, parce que comment penser une morale commune et des valeurs communes qui permettent aux hommes de coexister pacifiquement dans une société, selon des normes qu'ils partagent, si c'est toujours l'individu isolé qui est au fondement des valeurs? Si chacun décide à chaque instant du sens et de la valeur de toute chose, est-ce qu'il est possible de se mettre d'accord sur un projet collectif et sur des règles communes? Ou bien est-ce qu'on est irrémédiablement conduit à une sorte de relativisme moral qui soutient que, puisque tout est relatif à l'individu, finalement tout se vaut, toutes les valeurs se valent, on peut soutenir tout et n'importe quoi dans le domaine des valeurs. Et pour reprendre les exemples de tout à l'heure, on pourrait dire que finalement, on ne peut rien reprocher à celui qui fait du mensonge ou du meurtre une règle de conduite, puisqu'après tout, ses actions ont été envisagées par lui comme des biens. Alors, pour résoudre cette difficulté, parce que Sartre ne se résout pas au relativisme, on en vient à la dernière étape de l'argument qu'il développe. Cette dernière étape, c'est celle que vous avez, ligne 29, qui dit que rien ne peut être bon pour nous sans l'être pour tous. Par cette formule, en fait, Sartre veut montrer que, bien que mes choix reposent entièrement sur ma subjectivité, ils n'en sont pas pour autant strictement subjectifs, au sens où ils ne concerneraient que moi, en tant qu'individu singulier. Au contraire, ces choix engagent l'homme en général, en ce qu'il crée, je cite, une image de l'homme telle que nous estimons qu'il doit être. Vous avez ça, ligne 26. C'est-à-dire, en fait, un exemple, un modèle d'humanité à suivre. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire comme moi, mais ça signifie qu'à chaque fois que je fais un choix, je devrais toujours me demander « et si tout le monde faisait comme moi ?» Lorsque je suis face à un dilemme, par exemple, que je ne sais pas quelle option je devrais choisir, il suffit que j'universalise mon choix et l'action qui en découle, c'est-à-dire que j'imagine ce qui se passerait si tout le monde agissait comme moi pour voir si j'estime satisfaisant et souhaitable l'ordre social qui en découle. Et donc on trouve chez Sartre une inspiration kantienne, celle qui consiste à soumettre nos règles de conduite au test de l'universalisation pour déterminer si ces règles sont bien morales. Alors, je peux clarifier un petit peu cette inspiration kantienne. L'une des formulations de l'impératif catégorique proposée par Kant est la suivante. Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Et c'est tout simplement à ça que nous invite Sartre. Bon, là encore, repasser par les exemples, ça simplifie les choses. Si je reprends mes exemples de tout à l'heure, je peux assez facilement me rendre compte que c'est des exemples qui ne répondent pas à une telle exigence morale. Reprenons le mensonge tout d'abord. Est-ce que je peux vouloir que tout le monde mente? Non, parce que si c'était le cas, le mensonge ne serait plus possible. C'est parce que les autres respectent la vérité que je peux être cru quand je mens. Donc, on voit bien qu'on doit rejeter cette maxime et adopter au contraire la règle qui dit qu'on ne doit pas mentir. Règle qui est universalisable et qui constitue un impératif catégorique. Le meurtre, ensuite, on peut continuer. Universaliser la règle de conduite qui affirme que je peux tuer mon semblable quand j'estime cela utile ou nécessaire. Ça conduirait une société à sa propre destruction, ce qui semble irrationnel de vouloir.
Et donc on peut en déduire que la règle selon laquelle je ne dois pas tuer constitue bien un impératif absolu, qui vaut aussi bien pour moi que pour tout homme. Donc, en définitive, le subjectivisme des valeurs, le fait que les valeurs soient fondées sur mon choix personnel, ne débouche pas sur le relativisme moral, sur le fait que toutes les options seraient équivalentes et seraient également défendables. Alors le texte se clôt sur 2 exemples qui vont illustrer le propos de Sartre. L'un qui concerne un choix existentiel relevant de l'engagement syndical et l'autre qui concerne un choix relevant de la sphère privée, de la sphère intime. Et dans les 2 cas, il s'agit pour Sartre de montrer qu'on a affaire à des choix qui sont toujours significatifs, porteurs de valeurs qui n'engagent pas que l'individu, mais l'humanité tout entière. Dans le premier cas, vous avez un ouvrier qui choisit d'adhérer à un syndicat chrétien plutôt que communiste. Là, c'est un petit clin d'œil à ses adversaires qu'il renvoie dos à dos. Et donc, ce choix d'adhérer à un syndicat chrétien plutôt que communiste manifeste que la résignation vaut mieux que la lutte des classes et la révolution. Et dans le second cas, le fait de se marier érige la monogamie en valeur universelle. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que, en raison de cette signification du mariage, que Sartre s'en est toujours abstenu, étant donné le nombre assez vertigineux de conquêtes qu'il a eues tout au long de sa vie. Alors je voudrais à présent, avec vous, tenter de questionner cet argument de la responsabilité, parce que, bon, on le comprend, mais on ne l'admet pas forcément pour autant. Surtout quand on la considère comme une responsabilité universelle. D'abord, il me semble qu'on peut faire un constat, qui est que la plupart du temps, nous refusons d'envisager que notre responsabilité individuelle engage une responsabilité à l'égard de l'humanité tout entière. La plupart du temps, on n'a pas vraiment envie de se demander « et si tout le monde faisait comme moi ?» Et on préfère se dire en haussant les épaules « oui, bon, tout le monde ne fait pas comme ça ». Alors, que révèle cette tendance que nous avons à vouloir fuir cette responsabilité ? Pour Sartre, il est évident que celui qui se défausse de sa responsabilité en disant « tout le monde ne fait pas comme ça », c'est quelqu'un qui est mal à l'aise avec sa conscience. C'est quelqu'un qui n'assume pas vraiment ce qu'il fait et qui cherche en réalité à fuir sa propre liberté. Parce qu'en réalité, cette liberté suscite en lui une angoisse, même si c'est un sentiment qui est souvent éprouvé de manière confuse, de manière indistincte. Alors c'est quoi exactement l'angoisse ? Selon l'existentialisme, l'angoisse c'est une sorte de vertige de la liberté, qu'il ne faut pas confondre avec le stress, l'anxiété ou la peur. Puisque la peur, c'est toujours la peur de quelque chose qui va représenter pour moi une menace ou un danger. Par exemple, le soldat qui est au front va avoir peur du bombardement qu'il subit. L'homme qui vient de faire faillite va avoir peur de la pauvreté qui le guette. Ou le randonneur, ça c'est un autre exemple que prend Sartre, le randonneur qui marche sur un sentier étroit, sans parapet, au bord d'un précipice, a peur que la terre soit friable et qu'elle s'effondre sous ses pas en le faisant tomber dans le vide. Donc ça c'est la peur. Mais alors que la peur se rapporte toujours à un objet qui est situé dans le monde, l'angoisse, quant à elle, ne vient pas du dehors menaçant. L'angoisse, elle vient toujours de moi-même. Et l'angoisse, c'est le sentiment que j'éprouve lorsque je m'aperçois que moi seul peux décider de moi-même, que personne ne peut prendre la relève et que je suis condamnée à porter ce poids toute ma vie sans répit possible, et en plus que mes choix, rajoute Sartre, engagent l'humanité tout entière. Donc, en réalité, c'est devant moi-même que je m'angoisse, devant mes propres réactions qui sont encore indéterminées. Et dans les exemples précédents, la peur peut se transformer en angoisse quand chacun de ces individus va essayer d'envisager les conduites possibles qu'il opposera face à ce qu'il menace. Saurais-je faire preuve de courage, va se demander le soldat. Que vais-je faire maintenant que je suis ruiné ? Comment vais-je m'en sortir ? Va s'interroger celui qui a perdu ses ressources. Et enfin, vais-je m'empêcher de sauter dans le vide ? Se dira le promeneur. Parce qu'après tout, si rien ne le contraint à sauver sa vie, rien ne l'empêche non plus de se précipiter dans l'abîme. Et c'est souvent ça un petit peu le vertige, cette peur de se jeter soi-même dans le vide. Sartre écrit « Le vertige est angoisse dans la mesure où on redoute non de tomber dans le précipice, mais de s'y jeter. » Et donc en moi demeure toujours l'angoissante possibilité de pouvoir, autrement dit, ma liberté, par laquelle l'avenir demeure indéterminé, suspendu à mon choix, suspendu à ma responsabilité. Et avoir conscience de cela n'a rien de très plaisant, il faut l'avouer, et le malaise qui est éprouvé dans l'expérience de l'angoisse provoque souvent le désir violent d'échapper à sa propre liberté, de se fuir soi-même comme être libre.
Et donc, échapper à notre propre liberté, c'est ce que nous cherchons à faire, sans toujours clairement nous en apercevoir, lorsque nous trouvons des excuses à des conduites que nous n'assumons pas vraiment. Nous tombons alors dans ce que Sartre appelle la mauvaise foi. Dans l'usage courant, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est de mauvaise foi, ça signifie qu'il fait preuve d'une certaine malhonnêteté, en refusant d'admettre une vérité, quand bien même celle-ci est clairement visible. Et pour Sartre, en fait, l'évidence que l'on fuit quand on est de mauvaise foi, c'est l'évidence de sa propre liberté, l'évidence de sa propre responsabilité. Non pas seulement à l'égard de ses fautes, mais plus globalement à l'égard de tout ce qu'on est. Et Sartre décrit deux façons d'être de mauvaise foi. Ou bien on est un lâche, ou bien on est un salaud. Alors, je vais essayer de vous expliquer la différence entre le lâche et le salaud. Alors le lâche d'abord. L'homme de mauvaise foi qui a choisi la lâcheté comme mode d'être, c'est celui qui se trouve en permanence des excuses et qui dit « je suis comme ça, j'y peux rien ». Alors vous pouvez remplacer le « comme ça » par n'importe quel défaut ou trait de caractère désagréable qu'on refuse d'assumer. Je suis colérique, je suis infidèle, je suis feignant, je suis maniaque, je suis bavard, bon, ce que vous voulez. Mais vous pouvez remarquer aussi, c'est assez amusant, qu'on ne se justifie jamais de ses qualités en disant « je suis comme ça, je n'y peux rien ». Parce que ces qualités, on veut bien en reconnaître le mérite, hein, ça nous arrange davantage. Alors finalement, cette stratégie de mauvaise foi qui consiste à se doter d'une nature colérique, infidèle ou feignante, c'est une stratégie qui fait preuve de plus de finesse qu'elle n'en a l'air. Parce que d'un côté, on reconnaît que tel trait de caractère constitue bien un défaut, et donc on fait preuve de sincérité, d'honnêteté, mais on en fait une caractéristique essentielle de notre être en disant que c'est dans notre nature d'être comme ça, tout comme il est dans la nature du couteau d'être coupant. Et donc, on ne peut pas s'en empêcher. Et tout en reconnaissant sa propre crise de colère, son accès de flemme ou sa tromperie comme une faute, on se débrouille pour ne pas en porter la responsabilité et pour rejeter les reproches qu'on nous fait, parce que si nous sommes ainsi par nature, ça ne peut pas être par choix. Et donc, c'est pas délibérément, c'est pas librement qu'on a mal agi, mais tout simplement parce qu'on est comme ça et qu'on n'y peut rien. Alors ça, c'est la première façon d'être de mauvaise foi. La deuxième façon, c'est d'être un salaud. Alors, c'est une insulte populaire que Sartre transforme en concept philosophique. Le salaud, selon Sartre, c'est celui qui se cache sa propre liberté au point de toujours se sentir justifié dans ce qu'il fait autant que dans ce qu'il est. Et donc le salaud, c'est pas celui qui se cherche des excuses à sa conduite, comme le lâche, en se référant à une nature déterminante, mais c'est quelqu'un qui fait comme si l'ordre des valeurs existait de manière objective, indépendamment de la subjectivité humaine. Et dès lors que les valeurs morales existent a priori avant l'homme, celui-ci n'a plus qu'à les cueillir, qu'à s'y référer, sans les mettre en question. Et il peut même aller jusqu'à se cacher derrière elles pour justifier ses actes lorsqu'on en fait le reproche. Alors, c'est par exemple le cas assez célèbre du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann, l'officier SS qui était responsable pendant la Seconde Guerre mondiale de l'organisation logistique de la solution finale. Alors Eichmann avait réussi à échapper à la justice du tribunal de Nuremberg après la guerre, au moment de la capitulation allemande, et il avait fui en Amérique du Sud, et c'est seulement en 1961 qu'il a été traduit en justice à Jérusalem, après sa capture à Buenos Aires par le Mossad. Alors, il a été accusé entre autres de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, mais tout au long de son procès, Eichmann a tenu la même ligne de défense, à savoir se contenter d'affirmer qu'il n'avait rien fait d'autre que, je cite, « suivre les ordres et obéir à son devoir de soldat », ne manifestant visiblement aucune compassion à l'égard des victimes de la Shoah, ni aucun remords quant à sa conduite passée. Et donc, faire de l'obéissance aux ordres une valeur suprême, sans même envisager qu'on aurait pu désobéir, en refusant d'accomplir un crime inique, c'est proprement ce que Sartre appelle une attitude de salaud. Et on voit bien que le salaud, c'est celui qui se réfère à l'ordre établi des valeurs pour justifier ses comportements, quels qu'ils soient, comme si ces valeurs existaient en dehors de lui, posées là, de tout temps. Et de la sorte, on voit bien que le salaud est toujours certain d'être dans son bon droit, il est toujours certain d'incarner le bien. Et il n'a pas à remettre en cause ses valeurs, ou éventuellement envisager d'en inventer d'autres, puisqu'elles s'imposent à lui comme un absolu indiscutable, qui lui prescrit ce qu'il faut faire pour vivre correctement. Et il me semble qu'on voit là le bénéfice d'un tel comportement, parce qu'en se réfugiant derrière un ordre de valeurs objectif et pérenne, le salaud se masque cette angoisse qui est propre à la condition humaine.
il se dispense d'avoir à répondre de ses choix et des valeurs impliquées par ses choix. Et donc il peut aisément se cacher derrière la morale, le devoir, l'histoire, Dieu ou la patrie, n'importe lesquels, qui finalement autorise et légitime toujours sa conduite, qui le couvre quoi qu'il fasse. Donc en résumé, dans la mauvaise foi, on cherche à échapper au fait qu'on a à répondre de ce qu'on est, parce qu'au fond, on est bien celui qui se crée par ses actes. Or, c'est terriblement angoissant d'avoir à reconnaître que tout ce que je suis repose sur mes propres épaules, que je suis entièrement responsable de mon être. L'homme doit bien toujours œuvrer à la construction de soi, de son existence, et il est souvent découragé ou effrayé par cette tâche, au point de vouloir se voiler la face sur ce qu'il est vraiment, à savoir un être entièrement libre et responsable de ses actes. Alors, pour finir sur une note plus positive quand même, à l'opposé de la mauvaise foi, il y a un autre rapport à la liberté qui est possible pour l'homme, puisque au lieu de la fuir, cette liberté, au lieu de se fuir comme conscience libre, on peut au contraire assumer avec lucidité cette angoisse d'avoir à se faire chaque jour, tout au long de sa vie, en résistant à la tentation permanente de tomber dans des attitudes de mauvaise foi. Cette autre conduite, Sartre la nomme l'authenticité. Et c'est une conduite qui consiste à renoncer au projet d'être écrivain, être musicien, être courageux, en le remplaçant par le projet plus modeste de faire, écrire des livres, jouer ou composer de la musique, faire preuve de courage dans les différentes circonstances de la vie. Et donc, l'authenticité, c'est une conversion permanente par laquelle on reconnaît le caractère fondamentalement inachevé de l'existence humaine. Il n'y a jamais rien d'acquis dans ce que nous sommes, et tant que nous existons, nous avons à nous inventer chaque jour, patiemment, résolument, par des actes qui sont autant de pierres ajoutées à l'édifice de notre vie. Nul modèle exemplaire n'est là pour nous guider dans cette tâche difficile, parce que notre existence est singulière, elle n'arrive qu'une fois, et elle ne peut être le décalque de la vie de quelqu'un d'autre. Donc en définitive, seule notre mort transformera notre existence en destin, c'est-à-dire en récit achevé, et c'est uniquement à ce moment-là qu'on pourra vraiment dire qui nous avons été. Mais tant que l'homme vit, tant qu'il existe, l'authenticité demeure pour lui une sorte de fidélité à soi-même, en tant que réalité humaine, c'est-à-dire en tant qu'être de liberté qui se définit par ses actions. Voilà, je vous remercie pour votre attention.